voici de retour dans cette FAQ Radio volume 7 en compagnie de... Art Pixel. Salut. Tu vas bien? Art Pixel, moi ça va et vous? Très bien. Très bien. Ça va, moi c'est cool. T'es venu nous parler donc de ton travail, de ce que tu fais, comment t'es arrivé là, parce que donc pour les gens qui ne me connaissent pas, comme on a dit, c'est un réalisateur, écrivain, Tout à fait. musicien accompli quand même. Donc donne-nous comment t'es arrivé à tout ça, comment t'es arrivé à tous tes projets, arriver à faire tout ce que tu fais maintenant. Dis-nous tout. Parle de toi. Je vais le faire, en fait j'ai toujours fait un paquet de trucs, ça a l'air de surprendre les trois types qui me suivent, mais j'ai toujours en fait fait énormément de choses depuis que je suis tout petit, parce que j'ai été élevé là-dedans en fait. Faut comprendre que moi, mes parents ils sont tous les deux chercheurs. Ah oui, d'accord. Et donc au-delà en fait de leur expertise à eux dans la recherche, en fait ils sont excessivement curieux de tout un tas de trucs, que ce soit mon père ou ma mère. Et moi quand j'étais petit, c'est la première image qui me viendrait si on me demandait pourquoi tu fais ça. On avait une armoire qui était blindée de trucs divers, et je dis trucs parce qu'il y avait de tout dedans. Il y avait des objets anciens, il y avait des répliques de vieux sabres, il y avait une collection de DVD que j'ai usé jusqu'à la corde de VHS et DVD, donc il y avait des bouquins aussi divers et variés. Avant même d'avoir 10 ans, j'avais lu Le meilleur des mondes de Huxley, j'avais lu la collection complète des Tintins, qui était à côté de la collection complète des fluides glaciales. Oui, alors oui, pas mal, oui. Mais vraiment, des à côté. Ouais. Ah oui, des univers mélangés, effectivement. Je les lisais en cachette, mais je pense que mes parents étaient pas dupes et qu'ils savaient très bien que je les lisais parce que j'étais un foutu de la... Tu peux pas. Et donc du coup, moi quand j'étais petit et que je regardais cette armoire gigantesque, je me disais, moi je veux faire ça. Genre tout le truc, tout le package de ce qu'il y a dedans. Ah oui, et il y avait tellement de choses, mais bon réellement ce qui m'a poussé, parce que je dessinais un peu comme tous les gosses, hein, enfin pas vraiment professionnel, juste pour voir ce que ça fait. Le truc qui m'a vraiment poussé en fait à faire de la création, et je vais dire ça du coup parce que c'est ma génération qui parle, c'est quand j'ai vu le film Harry Potter au ciné en fait. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est évident, ça me parle vachement à moi parce que je l'ai vu quand j'avais à peu près 11 ans. Je regarde aussi, donc forcément. Je l'ai vu quand j'avais à peu près 11 ans, donc j'avais à peu près le même âge que Radcliffe, il est un peu plus vieux que moi à peine. Ouais. Mais bon, je l'ai vu, et genre à l'époque, même physiquement, je lui ressemblais. mais à un tel point où, maintenant non, malheureusement... On change, on vieillit un peu, à un tel point où vraiment les gosses en sortant de la salle, ils se retournaient vers moi parce qu'ils étaient persuadés que j'étais l'acteur, c'est pas des conneries. Ah mais qui vient voir son film. Ah non mais il est là lui. C'est ça. Il s'est glissé dans la scène. Et moi il y a plein de trucs qui m'ont motivé à faire des films d'Harry Potter. Déjà le film parce que je le trouve fabuleux, c'est un de mes classiques à moi, je le trouve extraordinaire, notamment une réplique dedans. Alors je vous resitue un peu, c'est quand il va chez Ollivander et qu'il achète sa première baguette, et Ollivander lui dit une phrase qui m'a vrillé le cerveau, et je suis le seul au monde à qui ça vrille le cerveau, mais j'assume. J'avais 11 ans et il lui dit, la baguette que tu as prise elle est très spéciale parce que c'est la jumelle de celle de Voldemort, et Voldemort il a fait des trucs horribles, certes, mais stupéfiant. Ouais. Cette phrase-là, ça m'a vrillé la tête. Je me suis dit, mais comment ça peut être horrible et stupéfiant? Parce qu'il a instauré son radio de terreur, c'est que de l'horreur, quoi. Et moi, en fait, le fait de mélanger des émotions comme ça, c'est dommage qu'ils en aient pas reparlé après dans Harry Potter, de ce contraste-là, de dire il est fabuleux et terrifiant en même temps. Mais parce que moi, ce contraste-là, moi, je le trouve extraordinaire, et ça m'a donné envie de créer ça. Ce contraste-là, de me dire, dans la création, il n'y a pas de bien ou de mal, tu peux parler de plein de choses très différentes, et notamment de présenter un type qui est tellement effrayant qu'il a essayé de tuer un gosse, mais en même temps de te dire, parce que le film commence sur ça quand même, et en même temps de te dire, dans tout le mal qu'il fait, il a quand même un côté fascinant ce type, et moi j'ai trouvé ça vachement intéressant. C'est bien. Dans Harry Potter. C'est très bien vu, psychologiquement, c'est très bien. Et après... en voyant le film, parce que moi ça c'est très mal vu maintenant, mais je suis très esprit de compétition en fait. Et c'est bien, non? Il en faut. Et quand j'ai regardé le film en fait la première fois, j'ai vu Daniel Radcliffe à l'écran, et je me suis dit attends, c'est pas possible. Tout le film je me suis dit ça. Ce type-là, il a le même âge que moi et il est en train de se créer une carrière hollywoodienne pas possible. Et moi, je suis dans la salle et je le regarde. C'est quoi le problème? Mais c'est aussi pour ça qu'il l'a fait. Donc oui, c'est pour donner vocation et donner carrière aussi, bien sûr. Non mais tu as bien. Quand je l'ai regardé, mais je suis sorti en me disant mais toi, mais un jour je vais te dépasser. Tu vas voir, mais un jour tu me demanderas de tourner dans mon film. D'ailleurs, je lui lance l'appel si jamais il regarde. Daniel Radcliffe, si longtemps, l'appel est toujours valable. Un jour, je te dépasse. Un jour, je le fais. On va sous-titrer. Attends-moi. Il parle peut-être pas. Tu veux que je lui fasse la trad? On fera la trad. Daniel Radcliffe, if you want, he makes films, so don't hesitate to work with him. Exactement. Donc voilà, donc ça, c'est très bien. C'est un très beau challenge. C'est un truc pour avancer. C'est très bien trouvé.
Donc voilà, donc j'ai commencé à écrire, à dessiner, j'ai un peu arrêté le dessin, là il y a quelques dessins que j'ai fait pour Oniris, là j'ai fait quelques cartons. Vous les avez aussi hein, qui vont défiler à côté comme ça. Mais j'ai arrêté de le faire en voulant être professionnel, le dessin, mais en tout cas je vais commencer à écrire beaucoup plus sérieusement à partir de Harry Potter. Ouais. Déjà parce que le film m'avait inspiré, en plus parce qu'il m'énervait Radcliffe. Je suis intensément toute sa carrière, hein, j'attends le moment où je vais pouvoir me dire c'est bon. Je vais pouvoir m'y laisser. C'est ça. Donc, en même temps il est bon acteur aussi, hein, dans un sens, ça ne doit pas lui reprocher quand même. Il y a un truc, quand j'ai commencé à écrire, en fait, j'ai commencé à écrire donc du coup au début du primaire avec une culture livresque qui était beaucoup plus élevée que celle de mon âge. Ouais. Et il y a un truc qui m'a à la fois dégoûté et qui m'a fasciné toute ma vie, en fait, même maintenant. Mais maintenant, ouais. C'est que j'ai toujours été plus proche en fait de gens qui sont plus âgés que moi, que ce soit mes parents, mes amis, mes professeurs. J'étais beaucoup plus pote en fait avec mes profs quand j'étais étudiant, même avec les surveillants d'internat. Je vous parlerai d'un surveillant qui était super classe. Que avec les gens de mon âge. Pour une raison, c'est parce que, et c'est un truc que j'ai dû répéter 1 million de fois, que je pense que la génération de mes parents est beaucoup plus rock'n'roll et beaucoup plus libérée que la mienne, et ça a été un poids terrible pour moi déjà d'une part, mais en même temps un truc qui te dit, il y a une limite que tu pourras jamais surpasser, jamais. Tu seras jamais assez extrême, jamais assez hardcore, tu ne peux pas surprendre ces gens-là. Et moi, ça m'a poussé à me dépasser, et dans tous les trucs que j'écrivais au primaire, j'essaie d'être toujours plus hardcore, toujours plus extrême, de faire toujours le plus possible en fait. Ouais, d'accord. Je m'inspirais de ce que j'avais lu et je voulais vraiment faire pire tout le temps. Parce que j'ai jamais réussi à surprendre mes parents en fait. Ah ouais. Dans ce que j'écrivais. J'écrivais les trucs les pires que je pouvais, en poussant les scénarios les plus loin que je pouvais. Ils regardaient, ils disaient oh c'est bien, c'est gentil. Mais quoi gentil? Mais t'as vu ce que j'ai écrit? J'ai pas écrit oui merde, qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est ça. Et du coup, mais ça m'a motivé à fond en fait à écrire. Et c'est mon motivateur principal quand j'écris. C'est mon processus quand j'écris, c'est de me demander comment est-ce que je peux faire plus, comment je peux aller plus loin, comment est-ce que je peux accélérer la cadence, comment est-ce que je peux montrer aux gens une expérience qu'ils n'ont pas encore vue. Un truc qui dépasserait ce putain de curseur en fait. Après surtout ça se voit, alors donc on en reparlera après, hein, parce qu'il est là pour, avec nous dans l'émission pour parler de plein de choses, mais il y a des projets qui sont super justement où on voit qu'il essaye de dépasser ce qu'on peut voir dans un cinéma classique ou même un cinéma comme ça, un petit peu underground. Et ça on le voit bien dans tes projets, ça c'est clair. On voit que tu essayes de dépasser les sujets qu'on traite tout le monde. Mais c'est un truc qui me tient vachement au cœur, parce que j'avais tellement l'impression que c'est pas possible de dépasser ça, mais j'en parlerai, mais ça m'effraie autant que ça me motive en fait à fond. De dire qu'il n'y a pas vraiment de limite en fait, tout a tellement déjà été fait, tout a déjà été... Même quand t'essaies d'aller au plus profond des choses, tu trouveras toujours un film ou un bouquin qui l'a fait mieux que toi. C'est pour ça, n'en dis pas trop parce que ça sera le sujet du push talk, justement la création, où on en est, parce que finalement est-ce que tout n'a pas été déjà fait, ça va être compliqué, donc n'en dis pas trop là-dessus. Voilà, n'en dis pas trop là-dessus parce que justement on va rebondir tous les deux, on va avoir une grande discussion là-dessus. Je pense oui. Parce que justement c'est un sujet, et je pense que vous aussi qui vous regardez, ça va être pareil. Voilà, on voit que la création a été faite, maintenant où on en est. Voilà, donc ça, on n'en parlera pas plus. Donc voilà. Arrivé au collège, c'est là où j'ai été frotté pour la première fois avec le truc qui m'énerve le plus au monde, dans le milieu de la création en fait. C'est-à-dire que, comme je disais au primaire, en fait, j'avais vraiment été baigné par ça, par cette découverte en fait de tout, de plein de sports, de plein de formes d'art. En fait, on m'a initié à plein de trucs en même temps. Mes parents d'un côté, moi tout seul de l'autre, j'ai essayé de faire plein de choses et de les pousser à fond, et c'était jamais au niveau de ce curseur, mais ça me plaisait d'apprendre en fait. Donc j'ai fait plein de sports différents, j'ai fait plein de choses différentes, j'ai fait un peu de sculpture, j'avais commencé à écrire un peu, j'avais dessiné un peu, j'avais écrit une petite pièce de théâtre, j'avais fait plein de petits trucs dans mon coin. Et arrivé au collège, donc du coup, j'ai commencé à écrire des histoires un peu plus complètes, et ça a choqué tout le monde au collège, tout le monde. J'ai réussi à faire déprimer un prof, moi. Mais parce que le truc, et c'est ça qui va me gonfler le plus dans l'audiovisuel, donc c'est cool de pouvoir en parler maintenant en introduction, c'est qu'on essaie de tout faire rentrer dans des petites cases. La boîte. Et moi ce qui me plaît c'est d'explorer plein de choses différentes, et le fait que dès qu'il y a un élément qui est caractéristique dans ton travail qui surgit un peu, et ben on va te le faire rentrer dans une case, on va te le ranger comme ça. Et moi notamment la première case dans laquelle je suis rentré c'est l'horreur. Alors que, je vais dire un truc qui va peut-être fâcher un peu, mais moi l'horreur ça me fascine pas tant que ça en fait. Bah comme quoi, c'est ceux qui ont plus peur, qui sont plus forcément sujets à l'horreur, bah comme quoi, toi, c'est parce que le truc qui te fait vibrer, mais finalement tu fais bien aussi. Mais j'aime bien l'horreur, mais j'aime bien plein de trucs en fait, j'aime bien l'aventure, la science-fiction. Oui, mais tu le fais bien aussi, donc c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, quand tu mets un truc horrifique dans ce que tu fais, tu vas être catalogué horreur immédiatement, même si c'est pas le thème central. Moi par exemple, à mon sens, Sous Avenir, qui est un court-métrage que j'ai fait, c'est pas de l'horreur.
J'aurais du mal à le cataloguer dans l'horreur. Il y a des éléments d'horreur dedans. C'est vrai. Mais pour moi, c'est plus une tranche de vie qu'autre chose finalement, mon souvenir. Une tranche de vie, donc Avec des éléments horrifiques, on évidemment. va le voir après, une tranche de vie particulière, mais effectivement, oui, avec des éléments effectivement tout à fait. C'est pas un film d'horreur. Mais je dis pas ça pour, Non, je dis pas ça pour contredire tout le monde. Non, C'est tu as juste bien que. raison, tu as bien raison. Non, mais c'est vrai. Mais l'horreur, en fait, c'est un truc que je mets dans mes histoires parce que j'aime bien, mais j'aime bien ça autant que j'aime, que j'aime bien le thriller, autant que j'aime bien les films à suspense, en fait. Je vais extrapoler, j'ai envie de dire, on met bien un petit peu de fesses dans certaines histoires, alors que forcément on n'a pas envie d'en parler, Exactement. mais on se dit, il faut que ça soit dedans, du moment que c'est pas forcément ça. mis pour être mis. Exactement. Voilà. Et tu noteras que les gens qui vont te parler de Game of Thrones, par exemple, ils vont te parler surtout des scènes de Des cul qu'il y a scènes dedans, de cul. alors que réellement, c'est mineur dans Si l'histoire. vous aussi, vous êtes de ce bord-là en disant, dis donc, Game of Thrones, il y a que du cul en fait dans ce machin, manifestez-vous parce Alors que vraiment c'est mineur dedans. Il C'est vrai. y a pas tant de scènes de cul que ça, et je pense même que c'est traité par rapport à leurs propos. Ils te montrent ça crûment comme ils montrent la violence crûment, comme ils montrent les dialogues crûment. Ça rentre dans leurs propos. S'ils édulcoraient ça, ça aurait plus aucun sens ce qu'ils te montrent. Ça reste, oui. Mais pour moi, c'est pas une série de films. Oui, non, c'est pas Emmanuel quoi. Oui. Emmanuel comme un soleil. Non, mais pas loin quoi. Non, c'est sûr. Non, c'est Donc pas voilà, ça. et j'avais écrit à l'époque il y a un poème qui parlait un peu de l'attente de la mort. Parce que je l'ai défendu comme ça d'ailleurs devant ma prof. En fait, pour moi, c'était un sentiment qui était intéressant, mais au même titre qu'un autre en fait. Bien sûr. Parce que je trouve ça paradoxal d'attendre la mort je trouvais pour diverses raisons en fait. Parce que c'est paradoxal d'attendre un truc qui va forcément arriver. Ben oui. Et sûr. Et de trouver la solution dans quelque chose qui va finir en fait, enfin qui va te faire terminer. Enfin moi je trouve ça intéressant, enfin c'est horrible mais c'est intéressant. Oui, non, parce que- mais après c'est un sujet mais justement, c'est pas que c'est horrible, c'est un sujet justement, le sujet. Attention, instant gaieté les enfants, mais le sujet de la mort c'est toujours un peu compliqué parce que tout le monde préfère le fuir en essayant de pas en parler, c'est un peu comme tout le système de l'autruche. Mais quand on peut le traiter comme toi, de façon intelligente, forcément on peut s'y intéresser et on se dit oui quand même c'est pas que c'est si moche que ça parce que c'est pas moche mais ça fait pas peur, c'est pas la question d'avoir peur, c'est la question que si on peut le traiter en mettant des petites ambitions et des petits sursauts dedans, il faut que ça soit faut en parler, ça c'est pas, il faut pas se cacher quoi, ça sert à rien. Ouais. Mais bon voilà, donc j'avais écrit ça, cette petite nouvelle sur la mort, et c'est parce qu'encore une fois, moi je trouve que c'est une question intéressante, Bien sûr. et j'ai réussi à faire déprimer une de mes profs, parce que moi j'écrivais en cours, j'étais pas très attentif au collège, et Comme beaucoup de créatifs. Mais c'est les créatifs, les gars. Mais faites pas tout ça, hein. Je vous vois. ne faites pas ça à la maison, hein. Don't try at home, comme on dit. Et j'ai réussi à te faire déprimer ma prof, mais à la faire vraiment déprimer. Elle a lu mon truc, elle s'est mise à déprimer, elle a envoyé des messages à mes parents super inquiétants, parce qu'elle se sentait vraiment, elle, pas bien. Ouais. Elle disait pas votre fils a un problème, elle disait moi je me sens pas bien. Elle s'est plaint à mes parents parce qu'à cause de moi elle allait pas bien. Et elle m'a demandé, Ouais, d'écrire une nouvelle joyeuse Oui. pour contrebalancer ça. Et moi je la regardais en disant mais à un moment il est où l'intérêt quoi. Ben, c'est ça. Je comprenais même pas pourquoi je devais faire un truc pareil. Pas que ça m'ennuie d'écrire des En trucs gros, joyeux, c'est moi que je tu trouve ça bien. t'excuses. En fait, c'était son psychologue. Il fallait Exact, qu'elle ait oui, c'est besoin ça. pour aller mieux, en fait. Et mais j'ai pas compris du tout. Parce qu'elle m'avait enfermé dans la case horreur alors que, enfin, un peu du tout, j'écrivais des trucs complètement différents Ouais, dedans. voilà. Et au lieu de ça, elle me demandait de rentrer dans la case joyeux. D'accord. Et la case joyeux m'intéressait pas plus que la case horreur, quoi. Enfin, ça me plaît d'écrire des trucs joyeux aussi, mais pour moi, faut que ça raconte quelque chose, que ce soit intéressant en fait. Mais c'est ça. Moi, ce qui me plaît, c'est d'expérimenter, c'est pas de faire un truc joyeux pour que ce soit joyeux, ou même de faire un truc horrible pour que ce soit horrible, ça m'intéresse pas. Des bisounours, ça sert un peu à rien. Mais bien sûr. Et donc, oui, du ça- coup, voilà. D'accord. Donc, un gros parcours quand même littérature, finalement, pour toi, et l'écriture, qui a influencé, je pense, la suite de tes projets. C'est ça. Ah bah oui, énormément, oui. Parce que tout part de l'écriture en fait. Pour moi, c'est une des phases même maintenant qui m'intéresse le plus en fait. Quand je me lance un projet, le fait même audiovisuel, juste le fait d'écrire le scénario, je pense que c'est une partie qui m'amuse le plus dans mon travail réellement, l'écriture. Ça a l'air d'être chiant comme ça d'écrire, ça a l'air plus aventuresque de tourner, mais moi c'est vraiment une partie qui m'intéresse beaucoup. Ben, tu tournes tes personnages, tu leur donnes des psychologies, tu insistes sur ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, tu leur donnes la clé du pourquoi il fait ça, parce qu'il fait ça, parce que psychologiquement il le fait. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est plus intéressant. Mais surtout, en fait, écrire, c'est une aventure qui est très intérieure. Tout à fait. Parce que fatalement, on est tout seul devant notre feuille de papier. Pour moi, l'imaginaire, c'est la sensation qui a le plus d'impact quand tu crées. Ouais. Et je pense que honnêtement, c'est presque la limite de tous les médias audiovisuels en fait. Même quand on fait des films,
Ça demande en fait au spectateur de se faire un film lui dans sa tête pendant qu'il regarde en fait. Ouais. Les images, les sons, les dialogues, en fait tout ça c'est juste un support à l'imaginaire, comme l'écrit est un support à l'imaginaire pour moi. Ouais, c'est très bien. Donc même quand on regarde un film. Et donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'est la partie où j'imagine le film, pour moi c'est une partie qui est beaucoup plus forte que celle où je suis confronté à la réalité, où il y a la réalité physique du monde qui m'impose une image en fait. Et moi je trouve, c'est pour ça, moi cet imaginaire-là, c'est le truc auquel je tiens le plus finalement. Mais est-ce que aussi, alors après on en reparlera sur le sujet de la création, mais est-ce que en fait quand tu écris, est-ce que c'est peut-être que tu es moins codifié aussi? Parce que quand tu fais un film ou que tu le mets en œuvre, tu as des codes à respecter, tu as des... Voilà, faut que ça soit comme ça, machin, carré, machin, enfin voilà, il y a des bases, hein, on peut pas dire autrement quand tu fais un film d'objet. Ou même l'aspect technique qui te Ou même l'aspect technique aussi, justement, où t'as peut-être pas envie. Mais en fait, est-ce que dans ton écriture, tu te dis, bah, je suis libre, je peux faire ce que je veux, je respire. Est-ce que c'est comme ça, en fait, peut-être que tu le vois? Alors je vais être super chiant avec ça. Vas-y, non mais... En fait, c'est l'exact inverse. D'accord. Parce que pour moi, l'écriture, c'est un procédé qui est hyper codifié, en fait. D'accord, ok. Alors je dis pas qu'il faut pas sortir des cadres, c'est ce que je vais dire tout le temps là dans cette émission. Attention. Mais pour sortir des cadres, faut bien qu'il y en ait, et ceux de l'écriture, ils sont hyper codifiés, et c'est peut-être les plus codifiés de l'histoire de l'art. Il y a Aristote qui avait posé les bases en son temps du scénario en 3 temps, qui ont été reprises plein de fois, notamment par Glenn Truby qui avait écrit un truc sur non, on peut écrire des scénarios en 5 temps si on veut, si on respecte les climax et tout. Mais c'est extrêmement codifié, on a inventé en fait des façons d'écrire que les gens oublient maintenant avec les SMS, mais en réalité les virgules, les points virgules, tout ça c'est pas des trucs chiants, c'est des trucs pour créer du rythme, les paragraphes c'est pour créer du rythme. Et les notions de rythme et d'espace en écriture, c'est des trucs qui me tiennent à cœur et qui sont excessivement importants en fait, pour moi. Donc pour moi c'est extrêmement rigoureux l'écriture, et c'est encore plus rigoureux quand on essaie de casser les codes. Et il y a tellement de genres différents, de façons différentes de faire dans l'écriture, que moi ça me fascine au contraire en fait. Comment est-ce qu'elle est conçue cette rigueur et comment est-ce qu'on peut l'exploser au profit d'une histoire. Pour écrire, il faut vraiment penser que tout est toujours au profit de l'histoire. C'est comme ça qu'on va faire tous nos choix, et même nos choix rigoureux de metteurs en scène ou d'auteurs sont définis par rapport à ça. Plus que par rapport au putain de casse qu'on essaie de nous faire rentrer tout le temps, la horreur, action, machin, science-fiction. Moi j'avais écrit une nouvelle au collège, dont j'ai complètement oublié le titre malheureusement. C'est une nouvelle à laquelle je fais référence tout le temps, c'est l'histoire d'un type qui est piégé dans un sous-marin et qui essaie de s'échapper. D'accord. Donc c'est une nouvelle qui est très très courte, en fait elle fait 2 chapitres. En fait il y a un chapitre qui est hyper long et il y a un autre chapitre qui fait 2 pages à la fin. Et donc du coup ça c'est pas rigoureux du tout en fait en termes d'écriture de nouvelles. Et même la fin est pas rigoureuse par rapport à ce qu'on attend d'un récit en 3 actes. Parce que déjà mon personnage ne parvient pas à s'échapper du sous-marin à la fin. Mon dieu, la bad ending. Mais en fait c'est parce que moi ce qui m'intéressait, c'est pour ça que je parle de l'horreur, parce qu'il y a des éléments d'horreur dans cette histoire-là. D'accord. Mais ce qui m'intéressait moi en fait c'était plus de montrer ce qui est pour moi la force de l'humanité en fait, c'est le fait de pouvoir se battre même quand c'est perdu d'avance. D'accord. Et donc du coup ça justifie pour moi tous les choix d'écriture que j'ai fait dedans, parce que du coup pour montrer ça il faut que je montre que c'est perdu d'avance, et c'est pour ça qu'il parvient pas à s'échapper du sous-marin à la fin, c'est pas pour montrer une mauvaise fin, c'est pour dire il se bat dans un machin possible parce qu'il sait que c'est impossible. Je pense que c'est même ce qu'on fait quand on fait des séries ou des films, qu'on se lance dans du viol, on se lance dans un truc qui est impossible. Le fait de réussir, c'est même juste à sortir le machin, par exemple, c'est un exploit incroyable en fait. Parce que ça fait rentrer tellement de paramètres en considération, et donc voilà, c'est ça que je voulais montrer. Et pour moi, ce fameux thème-là, c'est le point d'accroche qui surpasse absolument tout, que ce soit le genre, la technique, ce qu'on met en place en fait pour le faire, donc le récit en 3 actes, les personnages, les caractéristiques et tout ça. Pour moi, c'est le thème qui est important, et pour moi, le thème de cette histoire-là, c'était montrer comment est-ce qu'un homme va tout mettre en œuvre pour s'en sortir à tout prix. Même dans l'impossible. Même dans quelque chose qui n'est pas faisable. Très très bien. Très bien. Voilà. Du coup, donc, littérature. On parle un petit peu musique vite fait. Comment tu es arrivé dans la musique? Vite fait. Parce qu'on va en repartir dessus bien après. On parlera bien après, mais parce que il a fait donc surtout sur ça, mais après, ta musique. Comment tu es passé de l'écrit à la musique? C'est en rentrant au lycée, j'ai commencé à jouer de la guitare en seconde en fait. D'accord. Et j'ai commencé à jouer parce que j'ai rencontré un type à l'époque qui s'appelait Steven, qui était dans la même classe que moi. On était à l'internat. Salut Steven. Ouais, si tu nous regardes. Je l'ai pas recroisé depuis, ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Mais le Steven en fait va correspondre à un cliché de gens que j'aime pas, qui est le cliché de l'artiste. Ouais. Mais à l'époque, il y a plein de clichés que j'aime pas. Vous en rendez compte. On va en parler. J'aime pas les gens, c'est comme ça. Donc, mais vous aimez. Oui. Ne partez pas. Restez jusqu'au bout. on l'a pas fini. Donc Steven,
qui était un guitariste qui était le cliché du surfeur comme t'imagines même pas. Il emballait toutes les gonzesses. Steven, surfeur, Bryce. c'est très... Il avait les cheveux longs, ondulés, il était super beau, super musclé. C'est Bryce. C'est ça. Magnifique. Bronzé, il parlait super bien, il emballait toutes les nanas, je l'ai déjà dit mais je le redis, c'est important. Et donc du coup il jouait de la guitare. Ouais. Il jouait de la guitare. Et de mon point de vue de quelqu'un qui joue pas de la guitare, je me disais putain c'est génial ce qu'il fait, il a un bout de bois dans les mains, il arrive à sortir des sons, il faut que je le fasse. Comme j'ai toujours fait, dès que je vois quelqu'un faire un truc, j'ai trop envie de le faire, je trouve ça trop cool. J'ai commencé à faire du cinéma parce que j'ai vu Baptiste le faire et je me suis dit putain ce mec est trop cool, faut que je fasse pareil. Baptiste qui était venu, si tu nous entends, voilà ton fils, hein, Luc. Donc moi je suis tout le temps comme ça. Donc je l'ai vu faire, il me dit putain c'est trop cool ce qu'il fait, j'ai envie de faire pareil. Donc mes parents m'ont acheté une guitare, c'est un énième truc que je tentais, ils ont l'habitude. Et j'ai commencé à apprendre avec lui à jouer de la musique. Et j'ai fait ça à fond. Et on dirait pas comme ça, mais en fait tout le monde sait jouer un peu de guitare. Et tous les étudiants de l'internat connaissaient au moins un morceau vite fait ou un bout de morceau vite fait. Et j'ai fait le tour de tout l'internat, j'ai passé à faire ça pendant un an. Prof. C'est ça. Alors vas-y s'il te plaît, apprends-moi un truc, et c'est quoi ton morceau que je vais le faire et tout. J'ai passé un an à faire ça. Au bout d'un an, j'avais surpassé le niveau de ce Steven et je me suis rendu compte, c'est pour ça que ce cliché m'insupporte en fait de l'artiste. Que passer 3 accords qui jouent en boucle, il savait pas jouer grand chose. Donc quand je dis que je surpasse son niveau, c'est pas tant que je suis super bon, c'est surtout qu'en fait il s'était cantonné à ce truc là qui faisait fondre les gonzesses, là les 3 accords magiques, et il faisait que ça tout le temps, et moi ça m'avait tellement déprimé, j'étais en train de me dire mais pourquoi tu veux pas faire plus, tu sais jouer ça, pourquoi tu t'en servirais pas pour faire autre chose? Bien sûr. Et finalement je me suis rendu compte qu'en fait il pratique la musique comme plein de gens pratiquent leur art, c'est-à-dire comme, il pourrait faire complètement autre chose, ce serait pareil. C'est une partie des gens que j'aime pas trop, c'est qu'il y a plein de gens qui font ça, pas par loisir, parce qu'ils vont pas arrêter de dire qu'ils sont professionnels et qu'il faut les payer et qu'il faut les rémunérer. Ouais, ça c'est facile. Donc ils vont pas arrêter de dire des machins comme ça, mais ils sont pas tellement passionnés dans le sens où je connais très peu de gens, alors les gens que je connais qui le font, je les adore, ils se reconnaissent, mais je connais très peu de gens qui pratiquent chez eux, qui s'entraînent juste pour le plaisir de s'entraîner, ou qui font des vidéos juste pour le plaisir de le faire, ou qui jouent sur les instruments parce que ça les amuse de jouer de la musique. Bien sûr. Je connais finalement très peu de gens qui le font. Et tous les autres vont se prétendre professionnels, vont dire moi je suis dans le milieu, je travaille, parce qu'effectivement quand ils ont un projet, ils travaillent. Oui. Mais c'est des gens. Ouais, d'accord. Mais même sur le travail, ça les passionne pas plus que ça de le faire. J'ai vu des mecs tenir la caméra, prendre le son et tout sur certains projets où ils avaient pas l'air particulièrement. Ça me parlait épanoui, mais juste content quoi. C'est ce qu'on disait justement avec Baptiste Crépin, donc qui était venu dans notre ancienne émission, où je vous invite à revoir, où justement on disait si c'est pas fait par passion, vraiment, si c'est juste pour je pose ma caméra, je filme et ça rapporte rien. Non seulement personnellement, et après les gens qui vont tourner avec toi, et après ton projet, voilà. Mais c'est un truc qui m'a toujours laissé dans l'incompréhension, ça vraiment. Ça veut dire que il y a des gens, je pense qu'ils avaient quand même un petit plaisir là-dedans, les gens qui prennent le son, qui tiennent la caméra, qui écrivent, qui font des films, de la musique, ils ont un plaisir qui les a entraînés là-dedans au départ. Le truc c'est qu'en fait quand tu les entends, t'as tellement l'impression que c'est juste un boulot, qu'ils font ça pour se professionnaliser, que l'important c'est d'être pro, ils arrêtent pas de répéter ça, faut être pro, faut faire un travail propre, il faut machin, et qui pratiquent pas au dehors, et j'arrête pas de me demander pourquoi est-ce qu'ils font pas un boulot plus conventionnel, et qui leur rapporterait plus vite de la reconnaissance et un mode de vie. Ils prennent pas de plaisir quand même. Sans dire que c'est facile à un boulot conventionnel, mais bien sûr. Mais pour moi, faire l'audiovisuel et l'art en général, c'est tellement casse-gueule, il y a tellement peu de place, je comprends pas pourquoi quelqu'un qui veut juste être professionnel fait un truc qui est tellement impossible en fait. C'est vrai. Parce que moi qui essaie de me lancer dedans, j'ai conscience que j'ai 90% de chance de me planter, c'est pour ça que je parle jamais d'être pro. C'est évidemment que j'en rêverais. Enfin, je pense que les vrais, je suis désolé, ceux qui te regardent, je vais dire de la merde, mais bon, c'est mon point de vue, c'est son point de vue. On l'a dit dans notre émission, chacun a son point de vue. Si vous n'êtes pas d'accord, vous réagissez là, vous réagissez en bas dans les commentaires. Mais les vrais, entre guillemets, artistes ne se disent pas qu'ils sont artistes. Ils le font, et ils sont là quand on leur dit Yvon, c'est bien ce que tu fais, ils sont là. Peut-être, je sais pas. Enfin, je sais pas. T'es pas là à dire c'est vachement bien ce que je suis en train de faire. Mais c'est encore une fois, c'est le truc, c'est tout ce truc de rentrer dans des cases en fait, je pense. C'est ça. Parce qu'ils sont tellement contents de pouvoir dire je suis preneur son, je suis acteur, je suis réalisateur, ils essaient à tout prix de rentrer dans la case. C'est des gens qui réellement, quand ils choisissent ce mode de vie, ils vont aller regarder sur internet les caractéristiques de la fonction. Et un fiche métier. Et un type qui va dire moi mon truc c'est être assistant réalisateur, donc je veux faire ça et ça. Alors que effectivement un type qui se lance par pure passion parce qu'il aime bien fabriquer des trucs, et comme il va pas se renseigner, enfin il peut, mais oui, non, mais voilà. Mais comme son objectif de vie c'est pas de correspondre à une fiche technique métier, il aura beaucoup plus de mal
se définir comme oui, moi, tu vois, ce travail-là très techniquement sur cette fiche de paye, je le fais correctement par rapport aux informations de la dite fiche. C'est la différence entre quelqu'un qui veut se professionnaliser, donc qui correspondrait plus à l'image que je me fais d'un commercial, qu'à celle d'un créatif finalement. Pour moi, c'est la scission entre les deux. C'est pas faux. Et du coup, donc on va continuer parce qu'il faut qu'on fasse un tour quand même de toi en général, de tout ce que tu as fait. Et donc du coup, de tes 1000 visages. De tes 1000 visages, donc il ça en va reste être 997 si je compte bien. C'est bien vu. Et ben donc du coup, court-métrage, cinéma. Dis-nous tout. Comment t'en es alors, hormis que donc notre ami Crapin t'a inspiré, on va dire entre guillemets. Comment t'es arrivé à faire justement des projets divers et variés en termes cinématographiques? Et il y a X années, je sais plus, je me suis inscrit à la fac de ciné de Paul Valéry, qui était une expérience autant bien que pas bien, j'ai pas envie de cracher sur Paul Valéry, il y a de très bons profs dedans, c'était une bonne et une mauvaise expérience. Mais je suis rentré à Paul Valéry, et lors de ma 2e année à Paul Valéry, j'ai donc rencontré Baptiste. Ça a vraiment commencé comme ça, en fait, j'y peux rien. J'avais fait quelques petits courts-métrages avant, avec la magnifique caméra qui est juste là. Voilà, la petite toute bête, tu peux l'attraper. Attends, envoie-lui quand le bras montre. Alors, il y a écrit dessus HD, mais c'est une arnaque complète. Ce truc-là n'a jamais tourné en authentique HD de sa carrière, je pense. Samsung Full HD. On commence tous quelque part, comme on dit. Avec un Schneider quand même en lentille, il se met du pain. Non, mais c'est... Quand même. Donc j'ai acheté ce truc-là qui a dû me coûter 50 balles et j'ai fait mes premières expériences avec. Et donc j'ai rencontré Baptiste. Alors moi, oui, j'ai commencé l'audiovisuel comme j'ai commencé le reste, quoi. C'était pour découvrir, pour voir un peu comment ça se passe de tourner. C'est sans plus de prétention que ça, que d'essayer de faire des nouveaux trucs, en fait. Et j'ai rencontré Baptiste et il m'a fasciné, ce type-là, au début. Je dis pas ça pour lui... Non, on n'en est pas là. Vous l'avez vu. Ouais. Mais c'est vrai, je l'ai rencontré lors d'une audition en fait où je cherchais des gens pour faire la saison 2 de la web-série Exultet. Vous pouvez en voir d'ailleurs. Et moi ce qui m'a plu chez lui vraiment, c'est que il se lançait tout seul avec quasiment les mêmes moyens que moi, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose en fait. Enfin un peu plus, il avait une caméra qui était un petit peu mieux que ça. Un peu plus haut, oui. Un peu plus haut. À peine. Sa caméra non plus, elle fait pas de la vraie HD. Mais chut, ne donne pas les secrets de tournage. Si, c'est une caméra DV. Et donc du coup, avec finalement assez peu d'acteurs, mais ses scénarios étaient vraiment super élaborés et ça allait au-delà de simplement deux types sur un canapé qui font des vannes comme on voit souvent sur YouTube, quoi. Il voulait vraiment tenter un truc que moi je trouvais original. Je parlais du fameux curseur, il a dépassé le mien largement. J'avais jamais vu des histoires comme il écrivait. Sa saison 1, de toute façon, je l'ai déjà dit plein de fois, pour moi c'est un scénar parfait, je suis dégoûté que ça se soit passé comme ça s'est passé, parce que c'était vraiment une belle histoire. T'es venu, nous en a parlé, je pense que vous êtes au courant, c'est bien dommage. La saison 2, ça m'a scotché parce qu'il y a tellement rien que je connais dedans. Il puisait dans des références que je connaissais même pas en fait. Mais à un tel point, on s'est mal compris parce que moi, la première fois que je suis allé à cette audition-là, il parlait du scénario de la saison 2 et il commençait à me dire à tout le monde, alors moi, tu vois, ce qui m'intéresse, c'est de faire un scénario un peu dans le genre de David Lynch. Alors, tu vois, ça parlerait d'un acteur de porno qui s'interrogerait sur ses propres conditions et tout. Et moi, je me suis dit, attends, moi, le seul truc que je connaissais de Lynch, c'était Dune et j'aimais pas le film. Et je me suis dit, attends, il veut faire un porno avec Dune, et comment ça se passe avec le serpent le ver des sables, c'est ça? Hentai. Je comprends pas, mais il est tellement, mais il est tellement barge, et je m'en fous, je postule à n'importe quel poste, je veux voir ce que c'est ce machin. Et du coup, je l'ai rencontré comme ça, on a fait un peu Exultet ensemble, et sa vision à lui m'a plu, et surtout Excuse-moi, je te coupe, mais t'étais dedans, en tant qu'acteur aussi. Oui, sur la saison 3, et sur le et j'ai aidé un peu à tout n'importe quoi sur la saison d'avant, et j'ai été acteur sur la saison 3. Et la musique, et la BO très bonne, le générique qui est excellent et tout, qui a été composé par Apixel. Ouais, sur laquelle je me suis un peu greffé au fur et à mesure, parce qu'au départ c'était pas moi le compositeur. Mais je me suis greffé, finalement j'ai fait tous les épisodes moi-même, et j'ai adoré l'expérience. Je remercie Baptiste, c'était une super expérience de faire la musique et le sound design d'Exultet. J'ai pu essayer plein de choses. Avec encore une fois ce truc là que c'est impossible de surprendre nos aînés, quoi. Moi j'adore essayer en fait d'expérimenter des trucs. J'ai jamais réussi à le surprendre une seule fois avec ma BO et pourtant j'ai essayé. La seule fois où j'ai réussi, c'était dans l'épisode 8, donc sur 10. J'avais composé une musique pour une scène qui est assez hardcore dedans. C'est une scène où il voulait pas de musique et moi j'ai réussi à en mettre une et là il m'a dit c'est bon, tu m'as surpris. Mais c'est le seul moment. J'ai jamais réussi à le surprendre. En tout cas, je pense que tu es d'accord avec moi, Aria. Nous qui l'avons vu, donc je pense que vous aussi. De toute façon, je vous mets le lien avec Exultet. Rien que déjà le générique.
faut rendre à César ce qui est à César. Tout à fait, tout à fait. Ça- Alors le ça générique pose d'intro est pas de moi. Ah, c'est pas toi? Non, c'est l'autre compositeur du coup. Ah bon? Ouais, Ah, c'est tous les autres. Oui, c'est toutes les C'est ça. compos qu'il y a dedans. C'est ça. Moi, c'est D'accord, toutes les ouais, musiques. ok, En fait, c'est ça. j'ai fait quasiment C'est tous les génériques de fin et j'ai fait quasiment toute la BO à partir de l'épisode 2, si je dis pas de Ouais. bêtises. Non, 3. D'accord. 3, c'est à partir de l'épisode 3, donc Ouais. l'épisode où j'apparais, où j'ai fait toute la BO à partir de là. Et donc, non, ça, c'est les D'accord, ok. traces du compositeur Ouais, précédent, ok. Ah, d'accord. qui avait fait un super boulot, mais de fait, il était un peu débordé, il avait pas le temps, donc du coup, je me suis retrouvé à faire des musiques. D'abord pour dépanner, bon ça m'a vachement plu, donc j'ai un peu poussé quoi, pour Ouais. rentrer, et après bah, j'ai tout fait. D'accord. Donc ça m'a donné envie Et de faire en de la vidéo, et j'en ai fait plein pendant Exultet en fait. D'accord. J'ai fait plein d'essais, j'ai fait Le Voile du Mystère, qui est en fait une adaptation d'un livre que j'ai écrit en 7 ans qui s'appelait Welcome to Graveland. Ouais. Donc du coup j'ai fait cette adaptation qui est un faux documentaire, c'est un des premiers trucs que j'ai fait, il est déjà complètement barge niveau expérimentation. Je crois qu'il y a 5 langues différentes dedans. Il y a une actrice qui parle en coréen, une en anglais, un en italien. Ah la vache. Et donc c'est un faux documentaire donc du coup qui interroge les gens qui parlent plein de langues différentes. C'est quasiment que du plan fixe avec ce fabuleux appareil. Sauf quelques exceptions, j'ai pris des documents d'archives qui viennent de films des années 50-60 dedans, que j'ai mélangé à ma D'accord. caméra pourrie. Ok, J'ai fait ouais. plein d'essais. Dessus. Je me suis beaucoup éclaté. J'ai fait Shivers, qui était un tout petit court-métrage qui était aussi un gros test de mise en scène. Mhm. Et donc moi je suis content en fait en termes d'expérimentation en fait de la façon dont j'agence mes plans, Mhm. où j'ai été aidé un peu par quelques membres de l'équipe d'Exultet. J'ai fait un peu tout ça en Ouais, parallèle. ouais, bien sûr. J'ai fait des sagas audio parce que j'aime bien faire les sagas audio. J'ai Ça, fait 2 c'est épisodes sympa. de sagas audio Ça, c'est ça. parce que je suis très son finalement. Musique son c'est un truc qui me plaît beaucoup. Même dans mes films, tu verras mes scripts en fait, je marque toujours tout le son qu'il y a dans une scène. Ah oui. Je suis vraiment très Ah, porté ouais, son. tu as bien raison. Même dans les bouquins que j'écris, je passe beaucoup plus de temps finalement à décrire un bruitage qu'à décrire un décor ou D'accord. quelqu'un. Ça m'intéresse vraiment beaucoup en fait, le rapport qu'on a au son. Donc, où est-ce que j'en étais moi? Alors déjà, on va juste mettre un petit point, c'est que pour en revenir sur donc tes trucs, tes audios, où est-ce qu'on peut les retrouver du coup? Mes audios, alors j'ai une page J'ai Facebook dédiée à AirPixel Music. Voilà. Donc c'est une page Facebook, un SoundCloud sur laquelle je mets quelques liens en fait sur quelques trucs que je fais. Donc dedans il y a des musiques que j'ai fait un peu tout seul en groupe. Mhm. Il y a quelques éléments de BO et donc du coup il y a effectivement les 2 sagas audio et quelques tests que j'ai fait d'essayer de composer de la musique sur des vieux courts-métrages. Ah oui, oui. Il y en a 2 en ligne, ça m'a beaucoup marré de faire ça. Et donc voilà, c'est là que je poste en fait mes essais musicaux, donc c'est pas que des musiques, c'est principalement de la musique ou c'est pas que de la musique. Et après tes histoires donc narratives audio, pareil, on les trouve sur. Oui c'est ça, sur D'accord. Pixel Music, là les 2 sagas audio, j'ai fait un truc un peu Je vous remets le parodique. lien, comme ça au moins vous verrez, ou vous regarderez son excellent travail dessus. Bah je te remercie. Bah de rien, ça me fait plaisir. Moi, je les ai encore toutes dans la tête, les Ouais, musiques. non, hein. mais... Passer en boucle de but. Et donc il y a eu Ptolémiaou, C'est ça, Ptoléméa C'est ça. aussi. c'est ça. Mais c'est la première fois c'est une des rares fois où on m'a redemandé de faire de la BO après Exultet. En fait, c'est Bull qui m'a demandé. Donc c'est une de celles du trio d'Exultet. Maintenant Ouais. vous avez eu les 3. Voilà, on a eu la trilogie. C'est ça. Et en fait, c'est Bull, c'était une bonne amie et on s'est bien entendu en fait sur Exultet parce qu'en fait on se comprenait tous les deux. Ouais. Enfin, moi je comprenais en fait la débrouille qu'elle avait quand elle faisait ses maquillages et ça m'a énormément plu. Et je pense qu'elle a compris en fait la façon dont moi je faisais mes bruitages et dont je faisais ma musique et la façon dont je me débrouillais Ouais. aussi. Donc pas dans le même registre parce qu'elle est beaucoup plus manuelle que moi. Je pense que je suis Ah oui, beaucoup plus cérébral que manuel finalement. Bien sûr. Et en fait cette complémentarité ça nous a Ouais, beaucoup plu. forcément. Et même quand j'ai fait le premier bruitage de l'épisode 0 où on voit le visage arraché Oui. à la fin, mais c'est là où on s'est regardé, on a dit quand même on se complète vachement bien. quoi. Non, mais Donc c'est c'était cool. cool. C'est cool. Et du coup, ouais, donc tu as fait. Et du coup elle m'a appelé pour Ptoléméa alors pour jouer l'acteur. Oui. Parce qu'elle avait besoin d'acteurs et donc du coup moi je me suis proposé parce que ça me plaisait et que j'avais bien aimé le faire sur Exultet. Je me suis proposé pour faire ça. Le truc de Ptoléméa c'est qu'en fait au début il y avait une autre musique qui était prévue Ouais. et c'est sur cette musique là qu'elle avait écrit les bases de son scénario et de son ambiance en fait. Et en fait ça a un peu dévié ce qu'on a fait de Ouais. l'idée principale en fait principalement sur le tournage. Ce qui fait qu'arrivé sur la table de montage, Baptiste il était un peu paumé parce que les images qu'on a tournées correspondaient plus du tout à la musique. Parce que la musique en fait elle est très posée, elle est très lente. C'est de l'électropop assez lente finalement. Et les images qu'on a tournées c'était super rock'n'roll. Ah oui, d'accord. Et ça collait vraiment pas du tout. Alors moi du coup comme je ratais pas de l'étaner en disant c'est bon j'ai trop envie de la faire la musique, je me suis lancé, j'ai écrit j'ai écrit un tout petit brouillon. Ouais. Il y avait pas les guitares, il y avait juste la batterie et la basse, je crois, ou peut-être une guitare. Mhm.
mais qui était pas fini, il y avait 20 secondes de brouillon, je l'ai envoyé à Baptiste juste pour qu'il arrive à monter le début en fait. D'accord. Et en fait on a collaboré comme ça pendant une semaine, en fait j'ai envoyé des bouts de montage, il m'a envoyé des bouts de montage parce qu'il avait pas fini, moi non plus. D'accord. En fait on n'arrêtait pas de travailler en permanence avec l'autre, on a fait ça pendant une semaine. On a quasiment pas dormi, c'était l'enfer. C'était trop cool, mais c'était l'enfer. Il m'envoyait 20 secondes de montage, il me disait ah non faut que tu corriges là, faut que ce soit plus long, faut que ce soit plus rapide, faut que ce soit machin. Moi je t'envoyais des bouts de musique en disant ouais mais regarde la partie que j'ai fait là, elle est... Et bah du coup ça a donné un très bon... Une musique Très excellente. très bon travail. J'adore. Et ça m'a demandé en rush de faire des recherches, et j'adore faire des recherches. J'ai fait des recherches sur des prières en latin, parce que le chant il est en latin. D'accord. Et du coup j'ai construit ma propre prière en latin. Alors bon, pour n'importe quel latiniste, s'il arrive à traduire, ce serait n'importe quoi. C'est bon, t'en voudras pas. Mais ils quand sont même nombreux, pardon. C'est ça, ils sont tous déjà morts. Et là, ils savent tous parler latin, là, t'es pas dans la... Hein. D'accord. Et donc du coup j'avais créé ma propre prière latine perso, ça m'a bien fait marrer, j'adore faire ça. D'accord. Mais c'est toujours dans cette démarche de créer des trucs différents. Moi j'aime bien ça en fait. Moi j'ai une question par contre. Qui chante dans Ptoloméa? Comment tu as fait? Alors Ptoloméa c'est une vieille amie à moi, pas qu'elle soit vieille hein, mais ça fait un moment qu'on se connaît. Merci pour elle. qui s'appelle Josefina Cerda. Ouais. Pour moi c'est une excellente chanteuse, c'est une des meilleures que je connais vraiment, et on a collaboré plusieurs fois. On a collaboré une fois qui a été un échec cuisant, c'était un morceau que j'avais composé comme ça pour m'amuser, j'avais besoin d'un chanteur, elle s'est proposé gentiment. On a fait le morceau il s'est fait détruire sur internet, mais détruire. Il y a des types qui sont arrivés qui m'ont dit franchement t'as pas le matos suffisant pour faire ça, moi il me faut du matos, ton son il est dégueu, moi j'écoute pas un morceau si le son il est dégueu. Je me suis pris des commentaires comme ça, mais coup sur coup, ça s'est défoncé. C'est pas gentil, mais ça arrive. Et donc du coup j'ai dû convaincre Josefina en fait des années après de rechanter avec moi parce que forcément elle était pas super chaude, mais il me fallait un chanteur et c'est elle où la voix me plaisait le plus en fait tout simplement. Et donc du coup on a fait de la BO pour Exultet en fait, on a fait 3 morceaux ensemble pour Exultet. D'accord. Le premier tout le monde l'a bien aimé, donc du coup ça nous a rabiboché quoi en fait. Et donc du coup on a fait les autres morceaux pour Exultet et là il fallait faire un truc pour Ptoloméa, il me fallait des chanteuses, donc il n'y a pas que Josefina dessus, il y a une amie que j'aime beaucoup qui s'appelle Oriana, qui est comme moi, qui fait plein de trucs différents, elle fait de la danse, du théâtre, du dessin, de la peinture, plein de trucs. Donc c'est la première que j'appelle quand je fais un projet un peu barré parce qu'elle me comprend. Ouais. Donc Oriana Valenza il me semble, Josefina Cerda, et donc du coup à deux elles ont fait les voix, ce qui était... C'est ça, qui était compliqué parce que c'est du texte en latin et qu'il faut apprendre à prononcer, et je suis très chiant sur ce genre de truc. Parce que autant les raccords de syntaxe ils sont un peu inexacts, autant la prononciation, fallait que ça soit... je me suis un peu renseigné sur comment ça se prononçait, et j'ai été très très chiant là-dessus. Donc c'est un sacré boulot. Un beau challenge. Challenge aussi. Oui, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui te plaît. D'où du coup on va rebondir sur le dernier challenge. Le dernier. Sous avenir. Donc sous avenir, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, parce que tu nous as amené ça un petit peu entre guillemets en exclu, parce que il est encore en... C'est Oniris l'exclu d'aujourd'hui. Non, il y a aussi Sous Avenir quoi. Oui, Sous Avenir. Dessus, parce que justement, on va en parler brièvement. Un petit peu, brièvement. Qui était quand même un gros projet aussi de tes... Mais c'est mon plus gros projet actuel, je pense, le Sous-Avenir, et c'est un projet qui devait pas se faire au départ, parce que moi je suis du genre en fait à écrire plein de scripts comme ça pour m'amuser, je dois avoir une bonne centaine de scripts sur mon ordi, et ils sont pas tous là. Ouais. Et c'est des scripts que j'écris un peu dans le vide en fait, c'est pour m'entraîner à écrire en fait. J'ai écrit Sous-Avenir comme j'ai écrit ces trucs là. C'est en 3 jours à l'arrache, parce que je venais de jouer à Silent Hill 2, je trouvais que c'était un jeu extraordinaire, et ça m'avait tellement marqué que bon j'ai voulu écrire ce script. Donc je l'ai fait en 3 jours, et au départ, je l'avais imprimé, je voulais juste le montrer à Baptiste en fait pour me dire bah écoute j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses en fait. Mais je voulais vraiment pas le tourner, c'était pas fait pour quoi. Et il se trouve qu'en fait Baptiste il était en train d'héberger un tournage d'un ami commun, Guillaume Sandras, le tournage de Monsieur Clair de Lune, sur lequel il y avait David Scherer qui est un grand nom du maquillage, et ici ça m'avait vachement impressionné. D'accord. Et donc du coup je me suis simplement dit écoute tu parleras jamais à une pointure comme ça de ta vie à part là maintenant, montre-lui le scénar pour voir ce qu'il en pense en fait, parce que moi je pensais mes effets spéciaux impossibles. Et je me suis dit parle-lui, et puis comme ça il te donnera son avis d'expert en fait, est-ce que c'est possible, est-ce que ça l'est pas, et peut-être qu'il te donnera quelques ficelles pour les faire si un jour t'as un projet dans ce genre là que tu veux mener sérieusement quoi. Et je lui ai passé le scénario. Et une demi-heure, 1 heure plus tard, je suis retourné dans la cuisine, il m'a regardé, il m'a tendu le scénar, il m'a fait ok c'est bon tu m'as convaincu, je le fais. Oh putain. Génial, excellent. Excellent.
Donc à partir de là, Ouais, ça s'est déchaîné super vite et j'ai trouvé Guillaume Tisserand qui est un super chef-op qui avait une caméra Red One de fou furieux. Ouais. Et à partir du moment où j'avais David Char et la Red One, il y a tout, il y a Ça tout fait un qui s'est, c'est ça, Ça fait le tout, paquet. tout s'est déchaîné tout de Ça fait suite. J'ai trouvé des acteurs quasiment immédiatement. Je me suis réuni une équipe d'une quinzaine de personnes avec des gens extrêmement talentueux. Hein. C'était une belle équipe, celle de Sous Avenir. Et on a lancé ce tournage-là. En fait, je l'ai préparé pendant un an. Dans l'année, en fait, j'ai corrigé mon script pendant 6 mois parce que je vous ai dit, il était pas du tout fait pour être tourné, un en peu fait. le tourbillon, quoi. J'étais pas prévu et Ah du coup, oui. ça s'est retrouvé là, quoi. Bah, notamment dans mon script, il n'y avait pas de dialogue originellement. Ah, J'ai ouais. rajouté des scènes de psy après parce que je me suis rendu compte que mon personnage il parlait pas du tout. Ah oui, Et du coup, j'ai rajouté énormément de scènes. C'était une réécriture très compliquée, mais bon, j'ai adoré moi. Et donc du coup, je me suis lancé dans ce projet impossible parce que ça me faisait marrer. En fait, je me suis dit, bah tiens, c'est un projet hyper sérieux alors que c'était pas prévu. Alors bah lançons-nous, amusons-nous. Ah, Et j'ai cherché des gens qui voulaient s'amuser avec moi sur ce projet, qui était devenu plus ou moins un gros truc, quoi. Ouais. Enfin, à mon échelle, un gros truc, hein, bien sûr, mais le plus gros truc que j'ai jamais lancé quand même. Mais- Donc je me suis lancé dedans à fond la caisse. En fait, on l'a préparé pendant un an, on l'a tourné en 5 jours avec des galères Oh la pas possibles. vache. Galères dont je parlerai après, mais Ouais. mais il y a eu énormément de couacs sur ce tournage, il y a eu de très belles choses. Il y a toute une scène qui se passe dans un tunnel, qui est ma scène préférée de tous les temps, de tout ce que j'ai pu faire. Je pense que c'est ma grande réussite à ça. Et je la dois à l'équipe qui était sur place, qui a fait un boulot remarquable. En fait, c'est une scène que j'aurais vraiment pas pu faire sans les gens qui m'ont entouré et qui ont tout préparé, organisé. C'était une belle scène et je les en Tu remercie. t'es quoi. bien soutenu, quoi. Il y avait des maquillages du feu de Dieu, il y avait Philippe Allier qui est un acteur pour lequel j'ai eu une affection que je lui ai jamais cachée, il le sait, hein, qui a joué au débeauté l'acteur principal parce que c'était pas du tout lui. Ah ouais. Lui il jouait le flic numéro 2 dans le script. D'accord. C'était un figurant complet. Ouais. Et en fait il se trouve que l'acteur principal nous a lâché à la fin de la première journée parce que c'était pas assez pro pour lui, il nous a dit bah c'est bon allez vous faire foutre, je me casse. Bon, bah. Ok. Donc le tournage était annulé. Ouais. Et c'est mon assistante Réa qui a eu l'idée en fait de demander à Philippe s'il voulait bien prendre le rôle parce qu'il correspondait un peu de gueule et que c'était quelqu'un de travailleur et de sympathique. Ouais, Et donc, c'est sûr. bon, on l'a appelé le lendemain, je sais plus, à 8h, à 9h, il était là, on faisait la scène. Quoi. D'accord. Donc c'est Excellent. actif. ça devait vraiment pas du tout être lui, il y a eu de très belles choses hein, sur le sous-avenir. Ben, de toute façon, on va se mettre un Un court extrait court extrait pour Allez. illustrer ce qu'on est en train de dire. et on Donc, revient dessus. ouais, on revient un petit peu dessus et après on repassera à toute la suite parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir avec notre ami Pixel. Il y avait un paquet de choses, Un oui. paquet de choses. Allez, à tout de suite. À tout de suite. On vous laisse regarder ça. Une femme a été retrouvée morte à son domicile en fin d'après-midi. Les enquêteurs chargés de l'affaire ne peuvent pour le moment déterminer avec certitude l'identité de l'assassin, bien que l'enquête semble progresser rapidement. De source sûre, une petite fille de 6 ans a été enlevée par la même personne. Une alerte enlèvement est lancée depuis le début de la soirée. Contactez rapidement les autorités compétentes au 55 50 199 si vous détenez la moindre information susceptible d'identifier l'assassin recherché ou de faire avancer l'enquête. Bien. On nous donne les secrets Non, de personnage. c'est du off, c'est du off. Il y a que nous qui parlons. Vous n'avez rien entendu. Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Non, mais de toute façon, les galères de tournage, tout le monde est au courant. Oui, oui. C'est pas nouveau. Oui. Hein, donc voilà. Donc, Bah, je voulais pas tout montrer, alors je coupe quand même. Oui, tu coupes. Il faut Ouais. distiller des petits morceaux. C'est ça. donc tu es très fier quand même de ce travail. J'en parce que suis excessivement fier. Ouais. Il y a eu des galères pas possibles de dessus, mais il y a eu de très bons moments et c'est la première fois en fait que je bossais avec une aussi grosse équipe. On devait être 10 quoi techniciens, mais donc par rapport à n'importe quel mec qui fait des vidéos sur YouTube c'est ridicule, mais pour moi c'était extraordinaire. J'ai trouvé ça fabuleux moi. Et encore une fois avec les décors, c'est Yuri Petit qui a fait les décors, je le salue, il a fait un boulot mais incroyable, j'avais jamais vu ça. Rien que sur l'appart, mais il n'y a pas que l'appart, il y a des tas de décors. Ils ont monté des portes dans des souterrains juste pour faire ma petite scène onirique. Ils ont fabriqué, ils ont monté les portes. Là on voit une armoire, ils ont monté l'armoire. Ah oui, d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'armoire comme ça en fait.
Oh les mecs. Ah oui. Tout ça parce que moi j'avais été pointilleux dans mon script et ils ont vu ça, ils se sont dit il faut qu'on le fasse comme ça. C'est vrai. Putain, Donc il a été. c'est des grands. Yuri Petit fait partie des gens exceptionnels sur le tournage de Sous Avenir. Donc tu es très fier parce que justement d'un écrit dire que tu as fait, tu l'as vu comme ça. Ah oui. J'imagine que c'est une satisfaction quoi. C'est une satisfaction. Je suis très content de leur boulot en fait. C'était une bonne équipe celle de Sous Avenir. Et c'était une super aventure quand on a fait un rush pas possible de 5 jours et c'était assez génial. Surtout avec un acteur Nico qui a remplacé au... C'est ça, bon on devait avoir 6 jours, le deuxième jour de tournage, on a fait 2 jours en un, c'était l'enfer. L'enfer des tournages, c'est Apocalypse Now à chaque fois. Exactement. Bon bah écoute, on va faire le tour ensuite de ta carrière, de tout ce que tu fais. On va s'écouter une petite musique en attendant. Un petit... je te laisse l'annoncer, moi très bien, moi, donc un petit party rock, vous-même vous savez que vous connaissez, un petit Mashup Germany, The Rock Harmony, de Panatosti Video Edit, et on se retrouve avec notre Arpixel après ça. À tout de suite. À tout de suite. Party rock!